J'ai maintenant comme inscrit Monsieur Timothéo. Non? Oui, c'est Ah bon. très bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, les éléments d'introduction que vous nous avez délivrés il y a quelques instants ont rappelé, comme on l'a fait d'ailleurs tout à l'heure dans nos échanges sur le compte administratif, le contexte particulier qui entoure la question budgétaire des collectivités territoriales, et en l'espèce celle de notre département. Et bien sûr, je ne peux que souscrire à votre élément de conclusion tout à l'heure sur la nécessité d'une nouvelle étape décentralisatrice et dans le respect de l'autonomie des dites collectivités. Je pense que là-dessus, on a évidemment un point d'accord. Et vous avez précisé, il est précisé dans le rapport, et vous avez précisé que le budget qui nous est présenté ce matin vise au maintien des services pour les alto-séquanais, notamment pour les plus vulnérables, et à rendre le territoire plus durable. C'est donc avec cette grille de lecture que j'ai regardé un peu plus précisément le budget pour 2024. Ce budget assure-t-il le maintien des services pour ses habitants? Est-il un budget qui tend vers la durabilité du territoire? De bonnes questions, j'en conviens. Et sur cette première question, d'abord sur celle du maintien des services pour ses habitants, les mots, je pense, ont ici du sens. Et je regrette j'ai le regret de ne pas vous avoir entendu plutôt, et puis vous lire aussi, dire le besoin de renforcement, d'extension, d'adaptation pour mieux faire, voire peut-être faire plus. Mais il s'agit simplement de maintenir les services offerts. D'ailleurs, on se demande quelquefois si on ne fait pas moins au final. Certes, la situation est un peu dégradée avec une légère baisse des recettes de fonctionnement, environ 70 à 72 millions de baisse pour ces recettes réelles de fonctionnement, sur un total quand même de 1,6 milliard de recettes. On a, c'est vrai, des droits de mutation plus réduits qu'à l'accoutumée. On ne va pas revenir là-dessus. Une DGF réduite et un peu en baisse, mais relativement stable dans son niveau malgré tout, même si elle perd sur 10 ans, sur 7 ans. J'ai entendu votre cumul d'1,4 milliard, voilà, 1,6 milliard sur 7 ou 8 ans, 7 ou 8 ans de mémoire, voilà. De manière corollaire et parallèlement, ça ne nous a pas empêché de dégager malgré tout un niveau d'excédent colossal sur cette même période. Donc je ne suis pas certain que ce soit la baisse de la DGF sur la période qui est handicapée l'activité départementale. Voilà. Mais malgré tout, à vouloir juste proposer une forme de statu quo, même si vous avez détaillé quelques postes en fonctionnement et investissement, ce budget laisse quand même un sentiment de manque de souffle et d'ambition, même s'il s'inscrit dans un contexte moins facile que par le passé. La remarque faite d'ailleurs tout à l'heure sur le compte administratif reste ici pleinement valable, puisque, à y regarder d'un peu plus près, les augmentations de budget que l'on peut repérer, notamment dans les actions sociales, ne sont pas le fruit, pour la plupart, de plus de bénéficiaires ou la conséquence de nouvelles mesures, mais seulement en grande partie la résultante de la prise en compte de revalorisation des allocations individuelles. C'est vrai pour la PAS, c'est vrai pour la PCH, c'est vrai pour le RSA, etc. Enfin, pas etc., puisqu'il y a les trois sont là. Enfin, et on peut prendre... voilà. De même, sur la protection de l'enfance et l'hébergement de moins de 21 ans, presque 188 millions sont inscrits pour cette année, soit 2 millions supplémentaires. On parlait tout à l'heure des difficultés évoquées sur ce champ, qui intègre donc au passage une augmentation des sommes consacrées aux résidences éducatives, qui passe à près de 12 millions, 11,7 millions exactement, versus les 9,5 millions de l'an dernier. J'espère qu'on arrivera quand même à diminuer progressivement ce poste au fil de l'eau. J'ai entendu vos éléments d'explication tout à l'heure, mais je maintiens qu'il faut qu'on tienne la barre sur plein de sujets, et notamment celui-ci. Sur la question, par exemple, des dépenses pour les personnes âgées par ailleurs, qui constituent un public important des politiques départementales, l'augmentation du budget ciblé sur le maintien à domicile, par exemple, est très largement le fait de la prise en compte de l'APA
pour illustrer le propos que j'évoquais tout à l'heure. Si l'on regarde maintenant rapidement du côté du parcours jeune, on a également des interrogations sérieuses, parce qu'alors que vous émettez l'ambition de développer une politique à destination de la jeunesse, un sujet que je connais un petit peu, les budgets consacrés, par exemple, à la prévention et à la sensibilisation des jeunes, tout comme à leur insertion, restent désespérément stables sur cette année 2024. C'est comme si les événements liés à la mort du jeune Naël l'été dernier et l'embrasement des quartiers qui a suivi n'avaient jamais eu lieu et qu'aucune alerte ne nous était arrivée sur la nécessité de la prise en compte de la jeunesse dans toute sa diversité. Si vous avez choisi de porter une politique à destination des 11-25 ans, il faut s'en donner, me semble-t-il, les moyens. Et une politique de jeunesse ne se résume pas à du sport et des loisirs ou à des actions de soutien scolaire, quand bien même tout cela soit bien utile. Cela passe aussi par des politiques permettant l'accès à l'autonomie de chaque jeune adolescent ou jeune adulte, et donc par des actions en faveur de l'emploi, en faveur de l'accès au logement ou encore de l'engagement citoyen. Il est question dans le rapport d'une stratégie jeunesse ambitieuse. Je n'y vois à ce stade personnellement que quelques dispositifs majoritairement destinés aux adolescentes et aux adolescents. C'est quand même pour le moment un peu juste. Toujours sur le champ de l'action sociale, il demeure selon nous un secteur dont le financement reste sous-évalué. C'est celui de l'insertion au travers de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Vous faites l'hypothèse que le nombre des foyers bénéficiaires ne devrait pas augmenter malgré le contexte difficile. Cependant, sauf à considérer que le non-recours devrait s'amplifier, nous pensons au contraire que l'effet combiné du durcissement de l'accès à l'assurance chômage et par ailleurs des départs à la retraite plus tardifs devrait en faire gonfler les effectifs dans les prochains mois. Et comme nous l'évoquions lors du débat d'orientation budgétaire, l'obligation qui sera faite aux bénéficiaires du RSA de consacrer 15 heures par semaine à des activités d'emploi ou de formation notamment, devrait se traduire, selon nous, par des financements supplémentaires dédiés justement à ce suivi personnalisé de tous les bénéficiaires et pas uniquement de ceux qui sont les plus employables. Or, cette contrainte ne se traduit par aucune nouvelle inscription budgétaire. L'accompagnement par le département de ces bénéficiaires que nous jugeons déjà insuffisant n'est pas traité à la hauteur des enjeux, nous semble-t-il. Enfin, pour poursuivre et sur la situation des plus précaires, force est de constater que la pauvreté s'intensifie dans notre pays et bien sûr également dans notre département. Nous ne vivons pas dans une bulle particulière. Une pauvreté qui concerne aussi de nombreuses personnes en emploi. Et en parallèle, on constate également que les désordres climatiques se font de plus en plus intenses et fréquents. Et là encore, ce sont les plus modestes qui payent le plus lourd tribut. Votre budget n'apporte aucune réponse sur ce sujet, ni sur celui de la crise du logement, qui touche aussi de plein fouet les ménages à faibles ressources et les plus précaires, avec des situations plus que catastrophiques. Des enfants de plus en plus à la rue, de plus en plus nombreux, et de moins en moins de solutions d'hébergement. Sur la question de l'hébergement, justement, il y a urgence à corriger les déséquilibres territoriaux et l'inégale répartition de l'hébergement d'urgence sur le territoire régional, comme cela d'ailleurs est proposé par le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement que vous avez pourtant rejeté dernièrement. Actuellement, je rappelle que actuellement près des 2/3 de cette offre d'hébergement se situe au sein de la métropole du Grand Paris, se concentre aux 2/3 à Paris et en Seine-Saint-Denis. Alors que le nombre de places d'hébergement généralistes, CHU, CHRS, hors hôtel, représente à peine plus de 2 places pour 1000 habitants dans les Hauts-de-Seine, quand ce nombre d'hébergements... Oui, mais j'y viens. Mais sur les départements, près de 4 places pour 1000 dans le Val-de-Marne et près de 7 à Paris. Sur ce point, l'ensemble des territoires franciliens doivent participer évidemment activement à la construction d'infrastructures d'hébergement, tout comme de logements sociaux. Le département des Hauts-de-Seine doit y prendre évidemment une part active, et l'unique million inscrit pour le soutien au développement d'une offre de logements abordables n'est pas à la hauteur de la situation que je viens de décrire. La création de logements sociaux n'a jamais été aussi indispensable, alors que le parc francilien de logement social est évidemment, et on le sait tous, sous très forte pression, avec une moyenne de plus de
10 demandes pour une attribution. Le schéma régional de l'habitat que j'évoquais tout à l'heure propose justement de maintenir cet objectif de production à un niveau élevé avec une contribution des Hauts-de-Seine à la hauteur de 6 300 à 7 700 logements sociaux par an. Cet objectif, il faut le faire, il faut soutenir cette construction de logements sociaux partout sur le territoire alto-séquanais et pas seulement dans les villes aujourd'hui carencées, c'est-à-dire en dessous du seuil de 25% de la loi SRU. Et il faut abandonner cette règle restrictive, ce dispositif anti-ghetto que vous avez repris à votre amie Valérie Pécresse, règle qui... Vous aviez délibéré avant ? Elle a fait pire alors. Elle a fait pire. Règle qui dans la... C'est pur, c'est toujours à droite toute. C'est toujours à droite toute. Donc c'est toujours plus loin. Règle qui, dans la période précédente, d'ailleurs, a empêché à l'échelle de la région Île-de-France la construction d'un logement social sur 5, tout ça sous prétexte de mixité sociale. Évidemment, ces mesures de restriction de soutien au financement appliquées par notre département ne sont pas de nature à lutter contre, la concentration des poches de pauvreté, comme vous le défendez en général, mais elles participent au contraire, à leur manière, à l'entretien d'une forme de séparatisme social sur nos territoires. Au final, ce budget se borne effectivement à maintenir les services offerts sans intégrer des priorités fortes sur la question de la lutte contre les exclusions. Nous nous attendions d'ailleurs à y trouver, même de façon embryonnaire, une déclinaison locale du pacte des solidarités qui doit normalement lier l'État et les collectivités locales, dont le département, ceci dans une dynamique commune de prévention et de lutte contre la pauvreté. C'est notamment au travers de ces pactes locaux de solidarité que des actions de lutte contre le décrochage scolaire au collège, par exemple, pourraient être soutenues, notamment en renforçant la prévention spécialisée de rue permettant de toucher les jeunes les plus fragiles. C'est aussi dans ce cadre qu'une politique de jeunesse soucieuse de l'insertion des jeunes en rupture pourrait trouver un relais, ou encore qu'une politique de mobilité solidaire pour l'accompagnement des publics modestes en insertion socio-professionnelle pourrait se déployer. Mais peut-être aurons-nous en cours d'année à évoquer tout cela. Pour le moment, il nous semble qu'on reste quand même un peu au milieu du gué. Et toutes ces réflexions sur ce budget continuent de nous convaincre qu'il ne correspond pas et il est encore bien éloigné des besoins et des attentes de nos concitoyens. Et vous comprendrez facilement, sans aucune surprise, que nous ne le soutiendrons pas. Je vous remercie.